d'armes au Yémen. On va en parler dans quelques instants, et même peut-être tout de suite avec vous, Caroline Galacteros. Bonjour. Bonjour. Alors, ce reportage, il est consacré donc à ces ventes d'armes par notamment les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, ventes d'armes à l'Arabie Saoudite, et qui sont finalement donc utilisées sur le terrain au Yémen et utilisées notamment contre des populations civiles. Alors, d'abord, je précise que vous êtes géopolitologue, vous êtes spécialiste des questions de défense, dirigeante aussi d'une société de conseil qui s'appelle Planeting. Alors, en ce moment même, Caroline Galacteros, se tient à Genève la conférence des États membres au traité sur le commerce des armes. Ça veut dire qu'il y a des engagements, il y a des positions officielles. On ne vend pas des armes qui pourraient être utilisées contre des civils, mais visiblement, ces engagements, on ne les respecte pas. Oui, alors c'est une situation difficile parce que la France et le Royaume-Uni notamment sont à l'origine de ce traité sur le commerce des armements. Elles l'ont signé, elles l'ont ratifié, les États-Unis l'ont signé mais pas ratifié, je crois bien. Donc évidemment, il y a un vrai problème, mais qui est celui de tous les vendeurs et marchands d'armes de la terre, c'est-à-dire qu'il faut vendre, mais en même temps, il faut ne pas vendre son âme. Vendre des armes, oui, vendre son âme, c'est un autre sujet. Dans le cas du Yémen, c'est une guerre terrible. Qui effectivement a fait au moins 10 000 morts, beaucoup d'enfants. C'est une guerre avec des frappes indiscriminées, avec des frappes disproportionnées. Il y a eu quelques points, quelques bavures, dirait-on, assez magistrales, qui ont touché des populations civiles de manière très claire et qui ont forcément déclenché une indignation médiatique, l'année dernière notamment, en 2016. Et évidemment, de plus en plus, on sent poindre la question, c'est-à-dire d'où viennent ces armes, effectivement, en majeure partie du Royaume-Uni, des États-Unis, mais aussi un peu de la France. Et il n'y a pas que cela, il y a un soutien, il y a une formation. Dans le cas de la France, c'est assez compliqué puisque, à l'origine, si vous voulez, toute la question quand on vend des armes, c'est le destinataire final. Voilà. Et on verra avec vous peut-être tout à l'heure, voilà. Effectivement, qu'il peut y avoir parfois des moyens détournés de fournir ces armes. Je vous propose qu'on regarde ce reportage qu'on a retrouvé dans sa version française sur ces ventes d'armes utilisées par l'Arabie Saoudite, et notamment donc au Yémen. Reportage signé Jean-Yves Nallan. Depuis le début du conflit, plus de 15 000 bombardements aériens de la coalition arabe ont frappé le Yémen. Sur des positions militaires, mais aussi dans des villages, des villes, et jusque dans le cœur historique de la capitale, Sanaa. Selon les organisations de défense des droits de l'homme, un tiers de ces frappes auraient touché des zones civiles. Autant de possibles crimes de guerre commis par l'Arabie Saoudite et ses alliés, avec tout un arsenal d'armes fourni par l'Occident. C'est ce qui ressort des nombreux rapports de Human Rights Watch. Depuis 2 ans, Adam Kugel et ses collègues collectent des preuves. Un travail minutieux qui démontre l'utilisation de ces armes occidentales dans des frappes sur des civils. Des sources fiables et des activistes nous envoient des photos des débris d'armes qui sont utilisés au Yémen et qui, dans la plupart des cas, ont tué des civils. À partir de ça, nos experts militaires sont capables de les identifier et de connaître leur origine. Parmi les cas de violation les plus graves, ces bombes à fragmentation de fabrication américaine. Cette arme est interdite de production dans plus d'une centaine de pays. Mais au Yémen, elle a été utilisée contre des civils. Malgré toutes les dénonciations, les États-Unis n'ont jamais cessé de fournir l'Arabie Saoudite. En 2015, les États-Unis ont signé un contrat d'armement de 20 milliards de dollars avec l'Arabie Saoudite. Cette année, ils ont continué sur cette lancée lors de la visite de Trump à Riyad et l'annonce de contrats qui pourraient s'élever à 110 milliards de dollars. Donc il est clair que les États-Unis sont le principal fournisseur de cette coalition menée par l'Arabie Saoudite. Mais nous savons que la France et le Royaume-Uni et d'autres pays européens vendent aussi des armes aux pays qui participent à cette campagne de bombardement. Derrière l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis sont les plus engagés militairement au Yémen. Ce pays est aussi l'un des meilleurs clients de la France. Lors d'une parade au dernier salon de l'armement d'Abu Dhabi, les Émirats exhibaient fièrement tout l'arsenal déployé dans cette guerre. Notamment les chars Leclerc,
qui se retrouvent engagés au Yémen pour la première fois de leur histoire dans des combats. Mais aussi des hélicoptères comme les Panthères, ou encore ce ravitailleur Airbus A330, escorté par des Mirage 2000, fabriqués par Dassault. Sur le salon, le prince héritier et ministre de la Défense des Émirats, Mohamed bin Zayed, s'était longuement arrêté sur le pavillon France pour rencontrer les dirigeants de Thales, Safran, Dassault, mais surtout MBDA, ce consortium européen dont le siège social se trouve à Paris est le leader mondial du missile. Ces armes de haute précision équipent toutes les armées de la région. Ce jour-là, c'est un tout nouveau système anti-char qui intéresse l'armée émirienne. Ok, shoot. La tête du missile est équipée d'une caméra qui permet de voir et corriger la trajectoire jusqu'au dernier moment. C'est très bien, c'est nouveau et c'est mieux que les anciennes versions. Bonjour à tous. Bon, là vous venez de voir un petit reportage qui parle du Yémen. Pourquoi je vous ai mis ce petit reportage? Parce que dans l'un des signes annonciateurs de la venue du Mahdi et de la fin de notre monde, on parle d'un feu qui surgira du Yémen. Donc il y a de grandes chances que cette guerre menée par l'Arabie Saoudite et sa coalition corresponde à ce fameux feu qui doit sortir du Yémen. Toutes ces nations industrialisées, dites civilisées, se développent en détruisant complètement certaines valeurs morales qui nous étaient dictées par les normes religieuses. Après la Révolution française de 1789 et la naissance de ce mouvement philosophique humaniste, toutes ces notions moralisantes disparaîtront pour laisser place à l'avènement d'une idéologie athée, dite laïque, qui donnera naissance à ce matérialisme philosophique athée qui se répandra sur une échelle planétaire. Au capitalisme succédera le communisme puis le socialisme, ensuite viendra le darwinisme qui nous explique que Dieu n'avait pas créé l'homme, mais que c'est une évolution biologique qui aurait transformé cet animal qu'on appelle le singe en être humain. Notre XXe siècle verra naître un autre mouvement dit libertaire qu'on appelle le féminisme. Des puissances maléfiques aspireront certaines femmes issues de la bourgeoisie pour qu'elles donnent naissance à une idéologie féministe qui devait à leurs yeux libérer les femmes de l'emprise masculine. Le résultat, nous le voyons aujourd'hui, avec l'émancipation de la femme, nos sociétés modernes sont devenues de plus en plus immorales, avec toutes ces légalisations de l'interdit religieux qui était le péché. Bon, là, vous avez compris, je parle de la pornographie, de l'avortement, des mariages gays, de la légalisation des mariages gays, etc. etc. Je ne vais pas revenir sur ça, j'en parle souvent dans mes vidéos. Tout ce matérialisme philosophique a fini par répandre sur notre monde un athéisme qui éloigne de plus en plus l'homme de sa religion, stimulant pour ainsi dire à la naissance d'une apostasie généralisée, apostasie qui bien entendu est annonciatrice de la venue de l'antéchrist sur notre sphère terrestre. Et ce mystérieux personnage de la fin des temps apportera avec lui les événements qui annonceront la fin de notre monde qui est en pleine dégénérescence. Et toute cette corruption et perversion se répand sur une échelle planétaire par l'intermédiaire de ce système économique qu'on appelle le capitalisme. De puissantes oligarchies ont fini par prendre le contrôle économique et politique de nos nations, et certaines multinationales qui composent ces mêmes oligarchies ont aujourd'hui des budgets qui dépassent de très très loin celui de nos gouvernements. Et grâce à cette puissance financière, ces mêmes oligarchies qui ont fini par prendre le monopole économique de nos nations peuvent désormais se permettre d'imposer à nos gouvernements leur mainmise économique en inspirant de nouvelles lois qui iront dans le sens qu'elles souhaitent, elles. L'Union économique européenne avait été créée dans ce but, imposée par l'intermédiaire d'un organisme européen, une vision ultralibérale d'un système économique capitaliste qui serait débarrassé de la contrainte des États. Et ce capitalisme économique accélère en fait la chute spirituelle et morale de notre civilisation occidentale. Jésus-Christ avait prédit cette décadence de la société mondiale juste avant son retour. Matthieu chapitre 24 verset 12. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Aujourd'hui, certaines grandes puissances de notre monde, comme par exemple les États-Unis, se considèrent comme une société chrétienne. Or, leur propre constitution semble en être très, très éloignée. Dès sa naissance, les États-Unis d'Amérique avaient œuvré pour un système politique et économique qui était débarrassé de l'emprise religieuse. C'est un peu la résultante de la politique britannique dont l'idéologie était axée sur la soumission de la monarchie au détriment du christianisme.
Les Anglais colonisaient certaines parties du monde, non pour la gloire du christianisme, mais plus pour servir les intérêts de la couronne britannique. D'ailleurs, vous remarquerez que le drapeau britannique représente une croix du Christ sur laquelle est posé un grand X, signifiant nous ne voulons pas de ce christianisme. Aujourd'hui, notre époque de loisirs et de divertissement, qu'on retrouve par l'intermédiaire de la télévision, du cinéma, égale celui des plaisirs de la Rome antique. Surtout quand on sait qu'avant de disparaître, la Rome antique était devenue complètement dépravée. Et ce conditionnement médiatique répand l'image de cette perversion sur une échelle planétaire. Drogue, sexe, alcool et violence constituent désormais la marque de fabrique d'Hollywood. Les États-Unis et le Canada, qui ont un pourcentage élevé de leur population qui disent croire en un Dieu, tout en se rendant régulièrement à l'église. Or, leurs sociétés sont soumises aux injonctions d'une politique économique qui s'est débarrassée de l'emprise du religieux. Et le degré de légalisation de toutes les perversions que nous retrouvons dans ces deux pays va à contre-courant de la pensée religieuse. Donc ce comportement hypocrite qui anime nos sociétés actuelles avait déjà été prophétisé comme l'une des caractéristiques de la société humaine qui se manifestera juste avant le retour du Christ. Puis celui de l'Antéchrist, bien entendu, puisque l'Antéchrist doit venir avant le Christ. L'apôtre Paul disait à ce propos, sache que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui, en fait, en fait la force. Ça, on le retrouve dans Timothée, chapitre 3. Avant son retour sur Terre, Jésus-Christ nous avait donné une série de signes qui devraient s'accomplir selon une chronologie bien précise, en commençant bien entendu par l'apparition de l'Antéchrist. Le Christ reviendra sur cette terre, mais pas tout de suite, pas avant que ces signes ne soient apparus dans la bonne chronologie. Les gens qui courent à droite et à gauche pour répandre leurs idées et certaines de leurs prédictions personnelles, en disant que le Christ revient ce soir, sont des faux prophètes. Et je ne parle pas de ceux qui se prennent carrément pour le Christ. Parce que du côté musulman, c'est pareil, vous avez une multitude de personnes qui se prennent pour le Mahdi attendu. Donc c'est pareil. Et il faut que les signes s'accomplissent avant que ce grand monarque apparaisse. Dans la religion islamique, on n'évoquerait pas vraiment ce genre d'événement prophétique devant accompagner la fin de notre monde, mais on insisterait sur l'apparition de certains signes qui en seraient annonciateurs. À travers certaines paroles du prophète de l'islam, les musulmans nous disent que la fin du monde sera précédée par l'apparition d'une multitude de signes bien précis. À commencer par une dégradation de la morale à un niveau planétaire, qui ressemble beaucoup à cette apostasie iniquité dénoncée dans la Bible. Bon là, je vais vous citer une brève liste de ces signes. Parmi les signes de l'heure, à l'apparition de la grossièreté et de l'indécence. Quand les hommes se satisferont des hommes et les femmes des femmes, les femmes seront dévêtues tout en étant habillées. Autre indicateur de l'heure, quand les forces de police se seront multipliées. L'heure n'aura pas lieu tant que le temps ne se sera pas contracté, au point que l'année passera comme un mois, le mois comme une semaine, la semaine comme un jour, le jour comme une heure, et l'heure s'écoulera aussi vite qu'un tison enflammé. Sur ce point, sur la contraction du temps, je vous ai fait une vidéo, je vous ai parlé de la résonance de Schumann. Je vous ai expliqué que la fréquence vibratoire n'a cessé d'augmenter, ce qui accélérait et contractait le temps. Et l'un des signes qui semble se manifester actuellement est celui d'un feu qui sortira du Yémen, repoussant les gens vers leur lieu de rassemblement. Un feu qui sortira du fond de Aden, ville située à l'extrême sud du Yémen, et qui conduira les gens vers le lieu du rassemblement. Il y a quelques années, l'Arabie Saoudite avait formé une coalition de plusieurs armées pour attaquer ce fameux Yémen. Et à travers cette guerre, je pense que c'est ce fameux feu dont on parle. Le roi d'Arabie Saoudite, Ben Salman, qui semble conduire cette coalition anti-Yémen, pourrait fort bien être l'instrumentalisation de Dieu en vue de faire accomplir cette prophétie qui parle d'un feu sortant du Yémen. Et je dirais même, en précisant qu'à travers ce roi Ben Salman, je dirais que c'est la manifestation d'un châtiment divin en vue de corriger cette dynastie des Séouds. Oui, parce qu'on voit le roi, du moins le prince Ben Salman, comme un tyran, donc on lui donne une image négative, mais peut-être qu'il est l'instrumentalisation de Dieu sur cette planète, dans ce pays surtout.
puisque par son intermédiaire, certains signes seraient en train de s'accomplir. Bon, là, je vais vous diffuser un autre petit extrait d'une vidéo pour vous expliquer comment est né le conflit au Yémen. Le Yémen est un pays de 27 millions d'habitants, situé au sud-ouest de la péninsule arabique. Il est entouré au nord par l'Arabie saoudite, à l'est par Oman et à l'ouest par le détroit de Bab el-Mandeb qui le sépare de Djibouti et de l'Érythrée. Depuis 2014, le Yémen est le théâtre d'un violent conflit. Il oppose d'un côté les forces gouvernementales fidèles au président Abdrabbo Mansour Hadi et de l'autre la rébellion houtiste qui s'est emparée d'une partie du pays. Cet affrontement est un nouveau chapitre dans l'histoire chaotique du Yémen. Un pays déjà marqué par les rivalités entre tribus locales, les ingérences étrangères, les montées sécessionnistes et la présence d'Al-Qaïda. Alors, quels sont les différents acteurs qui s'opposent aujourd'hui sur le terrain yéménite et quels sont leurs objectifs? Pour comprendre, il faut d'abord revenir un peu en arrière. Le Yémen est un pays jeune. En 1990, la République arabe du Yémen, ou Yémen du Nord, et la République démocratique populaire du Yémen, ou Yémen du Sud, fusionnent pour former un seul État, la République du Yémen, dont la capitale est Sanaa. Mais l'État central peine à imposer son contrôle sur l'ensemble du territoire. Cette fracture nord-sud est entretenue par les revendications sécessionnistes du sud et par la rébellion des Houthistes au nord. Les Houthistes sont de confession zaïdite, une branche minoritaire de l'islam chiite qui représente aujourd'hui 42% de la population yéménite. Le mouvement houtiste est créé en 1994 par Hussein al-Houthi et ses frères. Ils dénoncent leur marginalisation et demandent plus d'autonomie. Depuis leur fief de Saada, dans les montagnes du nord du pays, ils mènent plusieurs insurrections qui affaiblissent l'État. En 2011, dans le sillage des printemps arabes, la révolution yéménite provoque le départ du président Ali Abdallah Saleh après 33 ans de règne. Son vice-président, Abdrabbo Mansour Hadi, lui succède en février 2012 pour mener la transition et rédiger la nouvelle constitution. Mais les discussions sur le découpage du futur État fédéral en 6 régions suscitent des mécontentements, notamment chez les Houthistes. Début 2014, les Houthistes lancent une offensive vers le littoral pour avoir un accès à la mer, puis progressent vers le sud. Ils parviennent à mobiliser une partie de la population en se présentant comme le mouvement des déshérités. En septembre, ils s'emparent de la capitale Sanaa et prennent le pouvoir en janvier 2015. Fin février, le président Hadi fuit dans le sud du pays. Les Houthistes poursuivent alors leur progression. Ils prennent Taez, puis se dirigent vers le port stratégique d'Aden. Les rebelles contrôlent alors l'ouest du pays, la partie la plus peuplée. Le 25 mars 2015, l'offensive sur Aden entraîne la fuite du président Hadi à Riyad. Dès le lendemain, l'Arabie saoudite réagit et déclenche l'opération Tempête décisive. Cette opération est menée par une coalition de 9 pays arabes, regroupant l'Arabie saoudite, l'Égypte, la Jordanie, le Soudan, le Qatar, Bahreïn, le Koweït, les Émirats arabes unis et le Maroc. C'est l'Arabie saoudite, pays sunnite, qui mène cette coalition. Son objectif est à la fois de tenir sa frontière sud, mais également de stopper l'influence de l'Iran, le géant chiite. En effet, l'Iran est accusé de soutenir et d'armer la rébellion houtiste, qui appartient elle aussi au chiisme. Les houtistes restent pourtant maîtres des zones conquises, et les violences dans le pays, puis les bombardements aériens de la coalition, ont fait plus de 1600 victimes depuis la mi-mars et 300 000 déplacés. Au-delà du conflit local, le Yémen est en fait l'un des points de tension d'une sorte de guerre froide régionale, un conflit qui oppose deux grandes puissances du Moyen-Orient, l'Arabie saoudite et l'Iran. Chacun des blocs repose sur une instrumentalisation des principales branches de l'islam, le sunnisme et le chiisme. Enfin, le conflit a amplifié la menace djihadiste. Al-Qaïda dans la péninsule arabique a renforcé son sanctuaire dans le sud du pays, tandis
salut soit sur vous tous. Depuis quelques jours, nous sommes en train d'assister à une accélération dramatique des événements en Arabie Saoudite. Dans les vidéos précédentes, on avait déjà vu qu'il fallait s'y attendre, car il y avait plusieurs prophéties qui annonçaient de manière très précise ce qui est en train de se passer. Ces diverses prophéties annonçaient qu'après la mort du roi Abdallah, il y aurait une guerre de succession et qu'ensuite, il y aurait une guerre avec l'Iran qui finirait par ouvrir la voie à un conflit d'envergure mondiale. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler de prophétie ni de fin des temps, on va s'en tenir à la rationalité la plus stricte et on va tenter d'expliquer ce qui se passe alors que tous les analystes et tous les experts ne savent plus quoi dire. Alors, on va commencer avec un petit rappel des faits. Depuis la nomination de Mohammed Ben Salman au poste de prince héritier, le royaume d'Arabie Saoudite connaît une véritable guerre intestine. Elle a commencé en juin avec l'éviction du prince héritier légitime Ben Nayef et le limogeage de plusieurs dignitaires. Cette première purge s'est poursuivie sur fond de tentatives d'assassinat, de contre-attaques yéménites, d'embargo du Qatar et de tensions croissantes avec l'Iran. Il est devenu clair que Mohammed Ben Salman prépare son accession au trône en éliminant tous ses opposants potentiels. Mais la semaine dernière, les actions du régime ont atteint le stade de la folie furieuse. Tous les analystes sont restés hébétés. Voici un bref récapitulatif de ce qui s'est passé en Arabie Saoudite entre le samedi 4 et le lundi 6 novembre, tel que présenté par les médias officiels. Tout d'abord, le comité anticorruption dirigé par le prince héritier Mohammed Ben Salman a fait arrêter 17 princes et hauts fonctionnaires, ennemis de l'héritier de la couronne, parmi eux le prince Al-Walid Ben Talal qui détient des participations majeures dans Citigroup, Twitter et News Corp. Ensuite, on a annoncé que le prince saoudien Mansour Ben Mukrin a été tué dans un hélicoptère près de la frontière yéménite. Le père de Mukrin était le demi-frère du roi et était donc le suivant dans la ligne de succession avant que le roi Salman ne le remplace par son fils au poste de prince héritier. Ensuite, on a annoncé que le premier ministre sunnite libanais, Saad Hariri, a démissionné de son poste alors qu'il était en Arabie Saoudite car il craignait d'être assassiné par l'Iran. Et ensuite, on a annoncé que l'Arabie Saoudite a abattu un missile balistique qui venait sur Riyad. Ils ont blâmé les rebelles Houthis, soutenus par l'Iran, et plus tard, ils ont prétendu que la technologie du missile venait d'Iran. Et enfin, lundi, l'Arabie Saoudite a annoncé que le Liban lui avait déclaré la guerre à cause des attaques menées contre le pays par le groupe terroriste Hezbollah. Je vous rassure tout de suite, personne ne sait au juste ce que cela veut dire.